Al Hoceima, Essaouira, Zagora, Zeralda, les crises sociales se succèdent au Maroc. Dernière contestation en date à Gerada après la mort de 2 jeunes frères le 22 décembre dans une mine de charbon clandestine. Depuis, les manifestations s'enchaînent dans cette ville de la région orientale, rassemblant des milliers de participants. Est-ce une lame de fond? Qu'est-ce qui se cache derrière ces crises sociales? Vous avez été nombreux à réagir à notre question de la semaine. Pour continuer ce débat, avec nous sur ce plateau, Rosa Moussaoui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à l'Humanité, vous avez beaucoup couvert ce pays. Alors on commence avec José Ngapela du Congo-Brazzaville. Pour lui, tout ceci s'explique par l'inégale répartition de la richesse nationale. Et face à ces inégalités, ajoute Tyrolien Galzeri Djenja du Congo-Brazzaville aussi, le ras-le-bol du peuple s'exprime par des soulèvements, seul moyen d'accélérer les choses. Rosa, est-ce que vous pouvez nous resituer le contexte à Gerada? Oui, alors effectivement, il y a des problèmes d'inégalité dans le développement des régions qui sont posées au Maroc. Ça s'est exprimé au moment de cette crise dans le Rif, qui dure depuis plus d'1 an. S'agissant de Gerada, c'est un ancien fleuron de l'industrie minière, une mine de charbon qui jusqu'à avant sa fermeture en 2000 pouvait employer jusqu'à 9000 ouvriers. Et après la fermeture de ces mines, il y a eu des promesses de reconversion industrielle. On a promis des unités de production, par exemple agroalimentaire ou textile, autant de projets qui se sont en fait jamais concrétisés. On a cédé des terrains à des investisseurs qui finalement n'ont jamais rien investi. C'est une situation géographique qui a connu aussi des chamboulements ces derniers temps, notamment avec la frontière algérienne. Exactement, cette région de l'Oriental, c'est la région frontalière de l'Algérie. C'est aujourd'hui une des plus pauvres du Maroc. Il faut savoir qu'il y avait là une économie frontalière qui était très dynamique jusqu'en 94 et la fermeture de la frontière algéro-marocaine. Et depuis le regain de tension qu'il y a eu entre les deux pays en 2014-2015, les contrôles se sont durcis sur les contrebandiers et toute cette économie informelle qui faisait vivre un certain nombre de familles a été, pour ainsi dire, étouffée. Et c'est aussi une des raisons de cette explosion sociale dans cette région. Alors cette nouvelle contestation ressemble un peu à celle d'Al Hoceima. Alors quels sont les points communs et les différences? On ne peut pas vraiment comparer parce que dans le cas du Rif, il y a un contentieux historique très lourd entre cette région septentrionale et le pouvoir central et le Marzen, le palais. Il faut savoir que dans le Rif, dès 1921, cette région s'était soulevée contre le colonisateur espagnol et le leader de cette lutte anticoloniale, Abdelkrim El-Khattabi, avait demandé au sultan de participer à cette lutte, au sultan du Maroc, qui avait refusé. Premier contentieux, cette révolte anticoloniale avait été vraiment écrasée dans le sang. Et puis ensuite, il y a eu de très grandes révoltes en 58-59, plus tard en 84, qui à chaque fois ont été réprimées dans le sang. Donc il y a ce contentieux historique, il y a aussi dans le Rif une dimension de revendication culturelle, de reconnaissance de la culture amazigh, de la culture berbère. Et puis évidemment, par contre, sur le plan social, les revendications des habitants sont très similaires ici à Gerada avec celle du Rif. Alors nos internautes s'interrogent sur le fossé entre le train de vie du palais, du Marzen et celle de la population. Alors cet écart s'est creusé. Est-ce que ce n'est pas un des moteurs de la contestation? Oui, bien sûr, on a parlé tout à l'heure d'inégalités territoriales, régionales. Il y a aussi des inégalités sociales qui se sont creusées de manière extrêmement forte au Maroc ces dernières années, avec des élites économiques proches du palais qui ont pu bénéficier d'un certain nombre d'avantages pour pouvoir s'enrichir, et de l'autre côté, des classes populaires qui s'appauvrissent, et surtout un taux de chômage extrêmement fort, notamment chez les plus jeunes, qui est en fait une bombe à retardement. Aujourd'hui, 1 jeune sur 2 seulement au Maroc occupe un emploi, c'est la Banque mondiale qui le dit, emploi d'ailleurs souvent précaire ou informel, et il n'y a plus pour le Maroc cet exutoire aussi de l'émigration qui servait de soupape jusqu'à il y a peu encore. Et pourtant en face, il y a ce chiffre, le Maroc affiche un taux de croissance de plus de 4%. Il investit d'ailleurs énormément en Afrique subsaharienne, même dans l'humanitaire. Comment vous expliquez ce double visage, à la fois offensif économiquement à l'extérieur et à l'intérieur? On l'a vu par exemple à Essaouira, 15 femmes sont décédées lors d'une distribution alimentaire. Oui, cette tragédie de Sidi Boulalem près d'Essaouira, elle montre quand même
la situation d'une population qui vit dans certaines régions dans des conditions de misère extrême, parfois moyenâgeuse, dans les régions de montagne notamment. Alors, la croissance au Maroc, en 2016, le pays avait subi un très fort ralentissement économique avec une croissance d'à peine plus de 1%. Donc, le pays en subit aujourd'hui les contre-coups. C'était très lié à la sécheresse, avec une production agricole qui pèse dans l'économie et qui avait souffert de cette sécheresse. Cette année, il y a un rebond, effectivement, à 4%, mais on prévoit déjà un nouveau ralentissement. En tout cas, c'est une croissance qui est erratique et qui est pas assez forte pour répondre aux très fortes demandes sociales de la population pour créer des emplois et qui ne permet pas d'avoir aujourd'hui des investissements en termes de services publics, par exemple, à la hauteur des besoins de la population marocaine. Et vous, comment vous évaluez la gestion du royaume sur ces contestations sociales ? Alors il y a une double stratégie, on pourrait dire il y a la stratégie répressive, comme celle qui a été déployée dans le RIF. Il faut rappeler que plus de 400 détenus politiques, des manifestants rifins et des leaders du mouvement sont aujourd'hui encore emprisonnés dans l'attente de procès. Donc il y a cette stratégie répressive et il y a aussi une tentative, disons, de fragmenter les mouvements, de les clientéliser aussi pour ramener la paix sociale. En tout cas, aucune de ces stratégie ne semble aujourd'hui en mesure d'étouffer à long terme ces mouvements sociaux parce qu'ils n'apportent pas de réponse aux besoins des populations et aux besoins de création d'emplois très forts, pas seulement au Maroc, dans toute l'Afrique du Nord. Et une dernière question rapidement, est-ce que finalement ces contestations sociales ne sont pas indirectement la critique de la monarchie, de ce pouvoir centralisé ? On est bien, en effet, là quand même dans la continuité de la crise politique qui s'est exprimée en 2011 dans le sillage des printemps arabes. Le mouvement du 20 février au Maroc avait demandé l'instauration d'un état de droit, une forme de libéralisation aussi sur le plan politique. Des promesses avaient été faites, une nouvelle constitution avait été adoptée avec des promesses d'ouverture et finalement ces promesses ne se sont pas concrétisées et aujourd'hui cette crise politique revient parce qu'aucune réponse durable n'a été apportée en termes de démocratisation. Merci beaucoup Rosa Moussaoui pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'Humanité.